Voilà, dernière vidéo sur ce chapitre 6 donc de thermodynamique. On va se concentrer sur les transferts thermiques, donc on va laisser de côté tout ce qui est transfert par travail d'une force, et on va faire des bilans d'énergie dans des situations qu'on retrouvera dans les exercices. Alors pour les transferts thermiques, c'est-à-dire transfert sous forme de chaleur, on va voir déjà les différents modes de transfert qu'il est possible d'effectuer. D'abord le transfert par conduction thermique. Certains matériaux peuvent conduire la chaleur, c'est-à-dire que de proche en proche, les constituants du matériau se mettent à s'agiter, c'est-à-dire augmentent en température, et ainsi la chaleur est véhiculée à travers ces matériaux. Donc par exemple ici, pourquoi la personne peut se brûler avec le tison qui a une extrémité dans les flammes, c'est parce que progressivement la chaleur va se propager dans ce matériau qui est en plus très conducteur, c'est un métal, et l'ensemble de ce matériau finalement va voir sa température s'élever. Donc ça représente la conduction thermique. Autre mode de transfert thermique, la convection. Donc il va concerner que les espèces chimiques qui sont mobiles, c'est-à-dire les gaz et les liquides. On obtient donc la convection par les mouvements ascendants de gaz ou de liquide chaud et le mouvement descendant, à l'inverse, des liquides ou des gaz froids. Pourquoi c'est ainsi? C'est dû au principe d'Archimède. Les gaz et les liquides plus chauds sont en même temps moins denses et donc ils vont flotter, remonter en surface par rapport à ceux qui sont plus denses, c'est-à-dire ceux qui sont plus froids. Pourquoi le personnage ici peut se brûler? À cause de l'air, parce que l'air va être mis en convection et de la chaleur va être transférée depuis la zone de la flamme jusqu'à la main du personnage. Dernier mode de transfert thermique, le mode par rayonnement. Donc certaines ondes électromagnétiques peuvent véhiculer une certaine chaleur, donc un certain transfert thermique. C'est le cas par exemple du soleil qui peut brûler la peau du personnage. L'énergie ici sera véhiculée grâce aux ondes électromagnétiques, de type infrarouge essentiellement, mais tout type d'onde peut véhiculer ce type d'énergie. Alors maintenant qu'on a vu comment ces transferts pouvaient se faire, on va les quantifier. Pour quantifier le transfert thermique qui est réalisé entre deux systèmes, on va regarder le transfert thermique que l'on peut réaliser par unité de temps, c'est-à-dire sur une durée delta t. De ce transfert découle un flux thermique qu'on va noter par la lettre grecque phi et qui se calcule en divisant la quantité de chaleur qui va être échangée entre les deux systèmes par le temps qu'il faut pour que ces deux systèmes échangent cette chaleur. Donc phi égale Q sur delta T. C'est une formule qui ressemble fortement à une autre que vous devez connaître, que vous avez vu en électricité, qui est puissance égale énergie sur delta T. C'est la même, sauf que quand on parle de puissance, on est plutôt en train de parler de travail de force, électrique par exemple, alors qu'ici, puisqu'on parle de transfert d'énergie par chaleur, on n'utilise pas le terme de puissance, mais plutôt de flux thermique. Mais c'est totalement équivalent. La formule d'ailleurs est la même. Phi égale Q sur delta T, c'est la même chose que P égale E sur delta T, et les unités sont les mêmes. En électricité, l'énergie est en joules, le delta T est en secondes, on obtient une puissance en watts. Et bien pour le flux thermique, c'est la même chose. On a un flux thermique en watts et qui s'obtient en divisant un certain nombre de joules, correspondant à la chaleur échangée, par unité de temps en secondes. Alors, un exemple concret d'utilisation de cette formule, c'est par exemple sur la résistance thermique des matériaux. Par exemple, pour l'isolation des bâtiments. Dans le cas où ce flux thermique se fait à travers une paroi plane, et est causé par une différence de température entre les deux côtés de cette paroi plane, on peut écrire le flux thermique selon la formule qui est donnée ici, c'est-à-dire lambda, la conductivité thermique du matériau. Les matériaux n'ont pas tous la même capacité à conduire la chaleur, donc ils vont se différencier les uns des autres. La surface du mur, évidemment, plus on offre une surface importante pour l'échange thermique, et meilleur sera cet échange thermique, est divisé par E, l'épaisseur
du matériau à travers lequel l'échange doit se faire. Plus l'épaisseur est importante, plus ce sera compliqué d'obtenir un flux important. C'est pour ça qu'on divise par eux. Et puis multiplié par la différence de température entre le côté chaud et le côté froid. La chaleur va toujours se propager du côté chaud vers le côté froid, et le flux se calculera à travers l'expression qui est donnée ici. Au niveau des unités, donc on retrouve des watts pour le flux thermique, une surface en mètres carrés divisée par une épaisseur en mètres, donc ici on a l'équivalent d'une longueur en mètres, et une différence de température, donc en Kelvin. C'est pour ça que la conductivité thermique des matériaux s'exprime en watts par mètre et par Kelvin. Alors comment on peut aborder cette formule? C'est en la comparant à l'électricité justement. En électricité, on sait que quand il y a une différence de tension U entre deux points, un courant électrique va s'établir. Et le lien qu'il y aura entre la tension électrique et le courant qui s'établit est U égale RI, ou delta U égale RI. Si on compare avec ce qu'on a ici, ce qui cause le flux thermique est la différence de température. Donc ça, on peut dire que c'est équivalent à la tension en termes d'électricité. La conséquence de cette différence de température, c'est un échange de chaleur. Comme en électricité, on va avoir un courant qui traverse le matériau. Donc le flux phi joue le rôle de l'intensité en électricité. Et si j'exprime donc de la même manière TA moins TB au même titre qu'on avait ici UA moins UB, égale à un coefficient fois le flux, c'est-à-dire le résultat, la conséquence de cette différence, et bien le terme qui est devant, on peut appeler ça, de manière équivalente à l'électricité, la résistance. Donc en électricité, c'est une résistance électrique, et ici en étude thermique, ça va être la résistance thermique du matériau. En comparaison avec la formule qui était donnée à la diapo d'avant, on en déduit que la résistance thermique d'un matériau est égale à petit e, son épaisseur, divisé par lambda, donc sa capacité à conduire la chaleur, multiplié par sa surface. Plus un matériau est épais, plus sa résistance est grande, c'est-à-dire plus il est isolant. Plus sa surface est petite, et plus il sera isolant également. Et plus sa conductivité est forte, et moins sa résistance sera grande, donc moins il sera isolant. Et donc de cette formule, on peut en déduire évidemment des choix de matériaux dans l'isolation des bâtiments. Plus l'épaisseur de ces matériaux isolants sera important, mieux ce sera. Plus on choisira des matériaux peu conducteurs, et mieux ce sera également. Voilà, donc on fera des exercices en rapport avec ça. Et puis, cette notion de flux thermique, on va la retrouver dans un deuxième type d'application, qui est la loi d'évolution de température lorsqu'un corps est en contact avec un thermostat. Un thermostat, c'est quoi? C'est un matériau qui est suffisamment grand, gros ou puissant, si on veut, pour ne jamais changer de température. C'est par exemple l'air ambiant. L'air ambiant, si on fait une petite expérience locale, on va considérer que l'air ambiant va rester à 20 degrés Celsius, quel que soit le résultat de notre expérience. Donc quand on met un matériau à refroidir dans l'air ambiant, on va dire que ce matériau est en contact avec le thermostat que représente l'air, qui lui ne va pas du tout changer de température. Newton en a déduit une loi appelée phénoménologique, c'est-à-dire une loi qui ne repose pas sur une théorie, mais juste sur le bon sens et l'observation. Il en a déduit que le flux thermique qui allait s'établir entre ce matériau donc, qui est en refroidissement et l'air ambiant, le thermostat, sera égal à H, une constante de proportionnalité, qu'il a appelée le coefficient d'échange, S, la surface d'échange, plus le matériau est rassemblé sur lui-même, c'est-à-dire offre une petite surface, et plus ça sera difficile de le refroidir, et multiplié par la différence de température entre celle du matériau et la température extérieure. C'est ça qui est important. Newton a imaginé que le flux thermique allait être proportionnel à la différence de température qu'il y avait entre les deux matériaux, le thermostat et celui qui est en refroidissement. Alors quand on mélange cette loi de Newton avec le premier principe qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que la variation d'énergie interne pour un système en phase condensée allait être égale à Q plus W, mais ici il n'y a pas de travail de force, donc uniquement Q, on obtient
quand on veut exprimer le flux thermique dont on vient de parler, donc phi égale Q sur delta T, c'est-à-dire ici dans ce cas-là, pour le système en contact avec le thermostat, delta U sur delta T, et delta U, puisqu'on a un système en phase condensée, M fois C fois delta T. Attention, ne pas confondre les grands T et les petits T, hein. Grand T, température, petit T, le temps. Ici, on remarque qu'on a un delta T sur delta T, et si le delta temps est suffisamment court, on va retrouver l'équivalent de la dérivée par rapport au temps de l'évolution de la température. Donc le flux sera égal à M fois C fois la dérivée par rapport au temps de la température qui évolue. En rassemblant cette expression de phi et celle de la loi de Newton, ici, on obtient cette équation. M fois C fois dt d de la dérivée de la température par rapport au temps égale H fois S fois la température du matériau moins la température extérieure. Si je réarrange un petit peu cette formule, je divise tout par exemple par M fois C, et je fais passer je développe la parenthèse ici, je fais passer ce terme avec T de l'autre côté. J'obtiens dérivée par rapport au temps la température, plus la température sur une constante que j'appelle taux. Cette constante, c'est l'inverse de HS sur MC, c'est-à-dire taux c'est MC sur HS, égale température extérieure sur taux. Alors, d'abord, c'est la première fois qu'on rencontre ce type d'équation. C'est une équation qui ne porte pas sur des valeurs numériques, ou plutôt sur une série de valeurs numériques. C'est-à-dire l'inconnu de ce type d'équation, c'est une fonction. On va chercher la fonction température en fonction du temps qui permet d'obtenir l'égalité dans cette équation-là. Ça s'appelle une équation différentielle. On verra ensemble en cours comment la résoudre, parce que la technique est compliquée, elle serait difficile à exprimer dans une vidéo. Donc, je vous donne quand même l'expression du résultat, mais ce résultat, on verra comment est-ce qu'on peut le démontrer à partir de cette équation différentielle.